AI can be a transformational tool in our fight against climate change. It's just on all of us to wield it effectively. Non-trivial, it has the potential of civilizational destruction. There's movies like Terminator, but it wouldn't quite happen like Terminator because the intelligence would be in the data centers. Right. The robot's just the end effector. We are really optimistic about the potential for AI to help scientists cure, prevent, and manage all diseases in this century. AIs can now drive cars, manage energy grids, and even invent new molecules. It's sort of like we've just discovered a new continent with 100 billion people on it, and they're willing to work for free for us. Some robots will eat some jobs, and some robots will kill humans. But when you look at the trend as a whole, I think it's going to be incredibly positive. Or inevitable. L'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous croulons sous les analyses et les projections. Va-t-elle transformer nos sociétés? Et si oui, comment? Mais plutôt que d'interroger ce que pourraient produire les IA, si on se demandait comment elles sont produites. Ces milliards de données nécessaires à leur fonctionnement, par exemple. Qui les façonne? Qui les prépare? Et dans quelles conditions? Les intelligences artificielles sont-elles vraiment artificielles? Ou bien sont-elles faites de chair et de sueur? Versus automated. Yeah. Yeah. Can I see how many? So you're thinking of this in This one? Yes, and zoom out a little bit, please. Je m'appelle Milagros Micheli. Je suis chercheuse, sociologue et informaticienne. Et je dirige un groupe de recherche ici à l'Institut Weizenbaum. On travaille dans ce bureau sur un projet intitulé « Données, algorithmes et éthique ». Also hier ist die Zeit noch mit dem Deutschen und Englischen gleich und Zeit nicht mehr passend. What is AI? L'IA, qu'est-ce que c'est? It's a tricky Question piège au sujet d'un concept piège. Quand on évoque l'IA, on parle en général de ce qu'on appelle les systèmes intelligents. C'est-à-dire ceux qui doivent réaliser des tâches sans aucune aide ou intervention humaine. Mais ça ne correspond pas à la réalité parce que quand on parle d'IA et de systèmes prétendument intelligents et autonomes, il y a en réalité des humains qui travaillent en coulisses. Et ça, la plupart des gens l'ignorent. L'IA, c'est une multitude de tâches, une multitude de ressources et une quantité colossale de travail. Le tout dans le but de produire un résultat. Le fait que les gens ne sachent rien de tout ça est sans doute intentionnel. Parce que l'idée, c'est de créer un récit, un mythe autour de ces systèmes. C'est même parfaitement voulu que l'aspect relatif au travail et aux ressources soit caché, qu'il soit soustrait aux yeux du grand public. On commence par choisir une tâche. Ensuite, un texte apparaît et on doit dire s'il est juste en répondant par oui ou par non. Et pour finir,
On explique ce que le texte devrait contenir pour qu'on puisse dire qu'il est juste. L'entreprise utilise l'intelligence artificielle et nous, on entraîne l'IA à traiter ce genre de texte. Quand on débute, on touche 3 €. Et au bout de 2 mois de travail, on gagne 4,62 €. Pour une journée de travail? Oui. Là, ce sont des textes sur la construction de bâtiments, sur lesquels il faut dire si les réponses sont bonnes. Des questions sur la construction de bâtiments. Mais est-ce que ces prisonnières finlandaises sont spécifiquement compétentes sur ce sujet? Non. Ce qui compte pour le bon fonctionnement des IA, c'est le volume. Des dizaines, des centaines d'autres data workers vont lire les mêmes textes et répondre aux mêmes questions. Les statistiques font le reste. C'est un calcul statistique qui va permettre à cette IA de choisir la réponse qui ressemblera le plus à une réponse formulée par un être humain. L'enjeu est dans la forme, bien plus que dans le fond. C'est pas trop mon truc. Mais j'ai pas vraiment le choix. Des prisonnières finlandaises qui travaillent pour une intelligence artificielle de construction dans le bâtiment. Ça semble lointain. On se dit que ces IA ne nous concernent pas vraiment. Et pourtant. Siri, ou n'importe quel autre assistant vocal qui nous donne la météo, trouve un restaurant fabuleux, ou le meilleur horaire pour aller au cinéma, c'est aussi de l'IA. Tout comme nos photos améliorées en temps réel, ou cette traduction quasi instantanée fournie par Google. D'ailleurs, quand nous sollicitons un moteur de recherche, il y a également de l'IA. Et lorsque nous discutons, que nous chattons avec un conseiller virtuel de notre banque, ce que l'on appelle un chatbot, un robot conversationnel, là encore, c'est de l'IA. L'IA, on l'utilise au quotidien, souvent sans le savoir. Et qu'il s'agisse d'OpenAI, de Meta, de DeepMind, d'XAI ou de celles qui font travailler les prisonnières finlandaises, toutes ces entreprises de l'IA ont besoin de la même chose. Des données. Les fameuses data. Des milliards et des milliards de data. Je m'appelle Oumarani. Je suis économiste en chef au département de recherche de l'Organisation internationale du travail. Je suis employée ici depuis 2008. L'OIT est une institution tripartite constituée d'entreprises, de travailleurs et de gouvernements. On parle beaucoup du développement de l'IA. C'est un sujet qui est devenu très en vogue. Et on voit quantité d'outils, de produits et de services qui y ont recours aujourd'hui. Mais je pense que le moment est venu de prendre du recul et de se demander s'ils relèvent véritablement de l'IA ou s'ils intègrent une composante humaine. Or, c'est le cas, puisque les humains y contribuent en programmant les algorithmes, mais pas que. Il y a énormément de personnes qu'on ne voit pas derrière l'IA. Des data workers qui travaillent sur les données et qui alimentent le système pour que les algorithmes puissent être développés et que les modèles fonctionnent. Dans un rapport de la Banque mondiale paru l'année dernière, on peut lire qu'il y a entre 150 et 430 millions de data workers dans le monde. Ça paraît énorme, mais ça correspond aux tendances qu'on a observées. Le nombre de data workers et de tâches disponibles a augmenté de façon exponentielle ces dernières années. On a donc des centaines de millions de data workers, de travailleurs et travailleuses de la donnée à travers le monde. Mais à quoi ressemble ce travail?
Quand on parle d'intelligence artificielle, on entend déjà le bruit des claviers sur lesquels pianotent de brillants ingénieurs rassemblés dans des open space, baignés par le soleil californien de la Silicon Valley. Et si ce n'était que la partie émergée de l'iceberg? Je m'appelle Arnab, je viens de Calcutta, en Inde. J'ai 29 ans et je suis étudiant en master ici. Je travaille pour une entreprise pour laquelle j'annote et je classifie des données en me basant sur des images et des textes. Là, je suis en train d'annoter des images. Elles nous sont soumises avec différentes options. Ici, par exemple, j'ai l'image d'un incendie et j'ai plusieurs options. Feu actif, fumé, brumeux ou dégagé. Comme l'immeuble est en feu, on peut classer l'image dans la catégorie feu actif. Ensuite, je passe à l'image suivante. Elle représente un pingouin, mais derrière, je vois qu'il y a beaucoup d'eau. Il s'agit sans doute d'un océan. Donc je délimite 4 points et je clique sur eau. Il y a aussi d'autres aspects dans la classification et la notation, comme l'identification d'entités distinctes, comme on voit sur l'écran. On me soumet la phrase suivante. L'imprimerie peut être considérée comme l'art de fabriquer des livres au moyen de caractères mobiles. Je clique sur lieu, puisqu'il y a le terme mobile, et sur personne, à cause du mot notre, qui renvoie à une information relative aux êtres humains. Le reste peut être classé dans divers. Puis, j'envoie mes réponses. C'est comme ça que j'entraîne des modèles d'IA. Mais le travail varie en fonction des projets qu'on me donne. Parfois, j'ai des pages et des pages d'images à classer. D'autres fois, il n'y a que du texte, en anglais ou en hindi. Et grâce à ce sur quoi j'ai travaillé jusqu'ici, je peux les classifier avec un taux de réussite de 98%. Imaginons que vous ayez l'image d'une route. Il y a des arbres, des chemins, des véhicules qui se déplacent et des bâtiments. L'idée est de s'assurer qu'une voiture sans chauffeur puisse détecter tous les éléments qui l'entourent et les identifier. Le travail des data workers consiste donc à indiquer ce qu'est une voiture, un bus, un vélo, un chemin, un buisson, un arbre ou encore des plantes qui poussent entre les arbres. Comme ça, quand la voiture se déplace, elle reconnaît les différents éléments et elle peut évoluer dans l'espace. Le problème de ces modèles, c'est qu'ils sont programmés à un moment précis et que le monde change tous les jours. Donc ils doivent s'adapter et évoluer au rythme des changements. C'est pour ça que l'IA nécessite toujours plus d'informations, de preuves, de données. Et c'est aussi pour cette raison que les data workers sont indispensables pour continuer à alimenter le système. L'IA ne peut pas se passer du travail sur les données parce qu'elle a besoin d'informations. Il lui faut des données pour construire ses modèles. C'est comme ça qu'elle fonctionne.
Là, je me sers d'un outil de délimitation pour annoter des produits alimentaires, en l'occurrence du café. Il se présente sous différentes formes, en sachet ou dans des bocaux, dans les rayons d'un supermarché. Je dois respecter les règles de la notation, c'est-à-dire que les contours de la délimitation ne doivent pas trop dépasser des limites de l'objet, ni couvrir l'objet lui-même. Je m'appelle Anna, je suis ukrainienne et j'ai décidé de venir vivre en Bulgarie. Dans mon pays d'origine, la ville où j'habitais se trouvait très près de la frontière avec le pays agresseur. Si bien que j'étais très inquiète. J'étais très inquiète pour ma fille. J'avais peur. Je ne savais plus quoi faire. Et un jour, j'ai atteint un point de non-retour lorsqu'une personne dont j'étais très proche est décédée. 2 jours après sa mort, un couloir humanitaire a été ouvert. Alors que jusque-là, la ville où j'habitais était encerclée par les troupes du pays agresseur. C'est ce qui m'a décidée. Et je suis partie avec ma fille. C'était il y a plus de 2 ans. Je suis arrivée ici avec elle en mars 2022. Le montant de ma rémunération, du prix de mes services est confidentiel. Je n'ai pas le droit d'en parler ni de communiquer là-dessus. Je ne suis pas autorisée à dire si je suis assez bien payée. Tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est pas facile, parce que j'ai une fille et que mes dépenses varient. Et comme mon salaire est souvent insuffisant, j'ai été obligée de trouver un 2e emploi. J'en cumule donc 2 à l'heure actuelle. Pour essayer de vivre plutôt que de survivre. L'analyse de données est un travail que beaucoup font parce qu'ils n'ont pas le choix. Les conditions de travail sont tellement mauvaises que si les gens pouvaient, ils feraient autre chose. J'ai rencontré beaucoup de data workers un peu partout dans le monde. Je suis allée en Bulgarie et en Argentine. J'ai travaillé avec différentes personnes au Venezuela, au Kenya, en Syrie, au Liban, au Brésil, et j'en oublie sûrement. Au vu de l'ensemble des pays que je viens de citer, on peut affirmer avec un haut degré de certitude que le travail sur les données est majoritairement localisé dans le Sud global. Et ce n'est pas un hasard. C'est un système. Les plateformes et les sous-traitants ciblent délibérément des pays dont l'économie est en crise, des pays dans lesquels les salaires sont bas. Pourquoi font-ils ça dans les pays du Sud et pas dans ceux du Nord? C'est une question importante qu'il faut aussi se poser. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que dans les pays du Sud global, les institutions sont faibles? Que le chômage y est très élevé et que donc les travailleurs sont prêts à accepter tout et n'importe quoi? Que le droit du travail y est inexistant pour beaucoup?
Ou bien est-ce que ces emplois existent aussi dans les pays du Nord et qu'ils ne sont pas occupés par leurs citoyens d'origine, mais par des réfugiés ou des migrants? Tout ça montre que les plateformes et les sous-traitants ciblent des populations désespérées. Ils ne les payent jamais assez pour que ce travail leur offre des perspectives d'avenir. Pour qu'elles puissent quitter les bidonvilles ou économiser pour payer des études à leurs enfants. Ils les payent juste assez pour qu'elles survivent, pour qu'elles puissent manger un jour, mais pas le lendemain, on ne sait jamais. Dans le projet sur lequel je travaille, je dois évaluer 2 réponses fournies par 2 chatbots. Comme vous pouvez le voir, il y a une question qui est posée. Avez-vous une technique ou des conseils pour passer en douceur d'un synthétiseur à un piano numérique? En dessous, il y a 2 réponses de 2 chatbots différents, la 1 et la 2. Je dois les lire, ensuite je les compare, et à la fin, je laisse un commentaire pour expliquer mon évaluation. Quand je travaille sur cette plateforme, je suis payée 0,83 $ la tâche. Ils nous donnent 12 tâches par jour, donc si on les fait toutes, on peut gagner 9 $ en une journée. Je travaille 45 heures par semaine, voire plus. Jusqu'à 60 heures, à temps plein. Je me bats pour ma fille, pour qu'elle ait une belle vie. Je ne veux pas qu'elle grandisse dans les mêmes conditions que moi. Et je voudrais qu'elle ait une meilleure existence que la mienne. Les data workers ne travaillent pas de la même façon sur les plateformes et pour les sous-traitants. Mais dans tous les cas, il s'agit de travail sous-traité par des géants de la tech. Au bout du compte, les clients, les grands patrons, ce sont eux. Amazon, Google, OpenAI ou encore Meta. Ce sont ces entreprises qui tirent profit des data workers. Dans le cas des plateformes, les personnes travaillent à domicile. Elles ne savent pas qui est de l'autre côté de l'écran et elles n'ont pas de manager en chair et en os. En revanche, les personnes qui travaillent pour un sous-traitant sont dans un bureau. Elles se rendent sur un lieu de travail. Ces bureaux leur imposent des règles de conduite très strictes dans ce qu'elles appellent les ateliers.
Les data workers n'ont pas le droit de se parler, ni de garder quoi que ce soit avec eux. Ils n'ont donc pas de téléphone portable, par exemple. Ils laissent tout dans un casier et ils pénètrent dans l'atelier sans rien dans les poches. Parmi les data workers qui ont collaboré avec nous, certains ont rapporté que durant la phase de formation, les tâches d'annotation de données se faisaient à partir de photos de chats uniquement, c'est-à-dire d'images inoffensives, voire mignonnes. Mais quand le travail a vraiment commencé, ils se sont rendus compte que les supports étaient bien plus perturbants que des photos de chats. Je m'appelle Faustine Makira. J'ai travaillé pour des IA pendant plus de 3 ans. Au début, je ne voyais pas ça comme quelque chose de pénible. Mais avec le temps, je me suis rendu compte que je faisais des cauchemars, surtout quand je visionnais des affaires de meurtre ou des affaires de viol. Et plus particulièrement de viols sur des mineurs ou des enfants. Quand je voyais beaucoup de cadavres durant la journée, j'avais du mal à dormir. Je suis devenue angoissée. Je n'arrivais plus à sortir. Je ne supportais pas la foule. Je n'avais plus l'impression d'être moi-même. Avant, j'étais quelqu'un d'extraverti. Mais comme j'avais peur de sortir, petit à petit, je me suis isolée. C'est ce qui a déclenché ma dépression et c'est pour ça que j'ai démissionné. Aujourd'hui, j'ai encore des séquelles de ce stress post-traumatique et je suis toujours en thérapie. Pour combattre l'anxiété, je reste la plupart du temps à l'intérieur. Quand je vais dehors, je me sens encore en détresse. On peut faire une pause, s'il vous plaît? C'est bon, on peut reprendre. Mes collègues ont souffert des mêmes symptômes que moi. J'en ai un qui est devenu un ami, qui fait maintenant des insomnies. J'ai un autre ami qui souffre d'anxiété. Chacun réagit à sa façon. On est tous affectés différemment. Mais oui, j'ai beaucoup de collègues et d'amis qui présentent différents troubles de stress post-traumatique. Pourquoi ne mentionnez-vous pas le nom des clients et des entreprises pour lesquelles vous avez travaillé? Parce qu'ils nous font signer une clause de confidentialité. Il y a des choses que je n'ai pas le droit de dire. Si je les divulgue, je risque des poursuites et 10 ans de prison. Prendre la parole pour raconter la réalité du travail derrière les IA représente des risques très concrets. Pendant et après notre tournage au Kenya, un géant de l'intelligence artificielle basé en Californie a fait pression sur une grande partie de nos témoins pour qu'ils gardent le silence. Pour les préserver, nous avons dû trouver d'autres témoins et parfois les rendre anonymes. Il était interdit de publier des posts au sujet de notre travail sur les réseaux sociaux. Et on ne devait pas non plus parler de ce qu'on faisait à nos proches.
Sur notre lieu de travail, on était tenus à l'écart dans une pièce fermée. Et on n'avait pas le droit de voir des personnes extérieures au projet sur lequel on travaillait. On était très isolés. Tout était secret. La plupart des données qu'on a notées venaient d'Internet, et certaines du Dark Web. 90% des données au moins venaient d'Internet. Le pourcentage de contenu toxique au sein des catalogues de données envoyés par OpenAI s'élevait presque à 100%. 99,99% du contenu était traumatisant et très toxique. Mais pourquoi? Pourquoi une entreprise installée dans la Silicon Valley, développant une intelligence artificielle massivement financée, demande à ses data workers au Kenya de visionner et d'annoter des contenus quasi exclusivement toxiques pour un salaire de misère? La réponse est technique. Les IA doivent apprendre deux choses. D'un côté, à imiter le comportement humain, comme pour répondre à une question sur les pianos électriques par exemple, mais de l'autre, elles doivent aussi apprendre à ne pas imiter d'autres comportements humains définis comme problématiques. Violence verbale, physique, viol, meurtre. Dans les deux cas, les IA ont besoin de contenu, de data, afin qu'elles identifient ces différents comportements. Plus la notation de ces data sera fine et précise, plus les réponses de l'IA seront efficaces. C'est donc un enjeu de concurrence technologique majeur. Et pour cela, il faut que des hommes et des femmes visionnent et annotent les contenus permettant ces apprentissages, toxiques ou non. La loi du marché fait le reste. Ces data workers au Kenya, comme dans bien d'autres pays du Sud global, récupèrent les contenus que personne d'autre ne veut. Il y avait par exemple un texte qui disait « J'ai envie de te tuer aujourd'hui ». À partir de là, le travail de l'agent consistait à signaler qu'il contenait de la violence à cause du mot « tuer ». On devait rechercher des mots-clés, et je me souviens que le mot-clé « tuer » revenait très fréquemment, étant donné la violence des contenus. Violence était un autre mot-clé qu'on devait signaler. On devait aussi annoter les contenus dits sexuellement immoraux, ce qui pouvait nous amener à être confrontés à un texte qui disait « Salut Bill, tu veux venir violer quelqu'un avec moi ?» Viol était encore un autre mot-clé qu'on devait annoter, puisque ça faisait partie des contenus sexuellement immoraux. Et ça, ce ne sont que quelques exemples de ce que nous devions faire. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'ai annoté un contenu dans lequel des enfants étaient agressés sexuellement. Quand on travaille sur ce genre de contenu, je vais essayer de ne pas m'effondrer. Mais les contenus que j'ai modérés pour les enfants, c'était monstrueux. Il y en avait qui étaient exploités, d'autres qui étaient violés, d'autres encore que les parents forçaient à avoir des rapports sexuels avec des animaux. Ce genre de contenu, ça vous détruit complètement parce qu'il s'agit de vrais faits avec des vrais gens. Quand on reçoit une vidéo qui montre ce genre de choses, on est bouleversé. C'est de la torture mentale. On se sent très mal quand on visionne ça. Et ça fait partie de notre travail. Il y a des contenus de ce type dans la génération de l'IA. Il faut lire et comprendre les contenus et y réfléchir. Si on travaille sur un contenu violent, des gens qui frappent quelqu'un par exemple, on doit se concentrer dessus, y réfléchir. Et quand on fait ça, ça nous touche forcément. Ça a des conséquences sur notre personnalité.
Ce travail est si particulier qu'on aurait besoin d'un dispositif d'accompagnement psychologique. Mais quand j'en ai fait la demande, mon superviseur direct m'a fait une réponse qui m'a choqué. Il m'a dit que si mes collègues et moi, on consacrait du temps à des séances de thérapie, on ne pourrait pas atteindre nos objectifs quotidiens. Tous les agents travaillaient chaque jour sur 250 textes. Et moi, en tant qu'analyste, je devais tous les examiner, donc j'en traitais 700. Et mes supérieurs pensaient que si je prenais 1 heure pour aller à des séances de soutien psychologique, je ne pourrais pas atteindre mon objectif de 700 textes par jour. Il y a aussi beaucoup de solitude. Et demander de l'aide, c'est difficile parce qu'on travaille sur des contenus pour lesquels on a signé un accord de non-divulgation. Parfois, on est en télétravail. Mais d'un côté, on nous impose de ne rien dire sur ce qu'on fait, et de l'autre, c'est impossible d'en parler à nos proches à cause du type de contenu qu'on vérifie. Tu ne peux pas expliquer clairement la situation à ta femme, par exemple. Et petit à petit, ce genre de contenu finit par détruire les familles. Quelqu'un qui travaillait dans mon équipe est allé jusqu'à assassiner des membres de sa famille. Et ça a été extrêmement traumatisant. J'ai entendu ça aux infos un jour où je regardais la télévision. Ils ont parlé d'un homme qui s'en était pris à ses parents et à ses frères et sœurs. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris qu'il s'agissait d'un de mes agents. Ça m'a fait un choc terrible. J'ai décidé de quitter cette entreprise. Ça avait trop de conséquences néfastes sur moi. J'avais perdu presque tous mes collègues. Le dernier jour où je suis allé travailler, aucun d'eux n'était présent. J'étais la seule personne sur place et je me suis vraiment senti très mal. Mon travail m'affectait psychologiquement. Donc, j'ai décidé de démissionner, de ne plus travailler dans l'IA. Ces grandes entreprises savent très bien ce qu'elles nous donnent comme contenu. Mais elles font comme si elles ne le savaient pas. Elles savent que si elles nous payent 10 ou 20 euros, on va accepter parce qu'on n'a rien d'autre. On n'a pas le choix. On est obligé de faire ce travail parce qu'on n'a pas d'argent. Mais elles sont tout à fait au courant des contenus sur lesquels on travaille et des effets qu'ils ont sur nous. Elles sont au courant de ce qu'elles nous font regarder. Même les gens au-dessus, les patrons, ils savent. Et nous, quand on reçoit ces contenus, on se sacrifie. On est sacrifiés. On les aide à concevoir des logiciels, mais à la télé, on voit bien qu'ils font des profits, que ce sont des entreprises et des logiciels qui valent des milliards. Et nous, dans tout ça, quel profit on tire de ces logiciels? C'est très injuste. Nous, en Afrique, on est les sacrifiés de ce processus.
On nous envoie du travail au Kenya. Du travail toxique. Les grosses sociétés qui travaillent sur l'IA dans les pays occidentaux font des beaux discours pour nous convaincre que l'IA est une bonne chose. Que ce n'est pas toxique. Mais moi, en tant que Kenyan, je peux vous dire que la majeure partie de ce travail, c'est du sale boulot. Parce que ça consiste à faire du nettoyage pour vous, les Occidentaux, pour que vous puissiez profiter de l'IA. Les déchets qui viennent des États-Unis et qui arrivent au Kenya doivent être triés et nettoyés par nous avant d'être renvoyés aux États-Unis, bien étiquetés et prêts à l'emploi. Il y a beaucoup de gens qui préparent les données pour l'IA et qui les nettoient. Et c'est grâce à eux que l'IA fonctionne. Et tout ça dans des conditions de travail déplorables. Des conditions qui violent nos droits humains fondamentaux. Qui violent nos droits en tant que travailleurs. OpenAI sait tout ça. Ils sont parfaitement au courant de l'état de détresse mentale dans lequel se trouvent les modérateurs de contenu au Kenya. On a joué notre rôle en tant que modérateur en faisant remonter nos problèmes et en demandant que les mesures nécessaires soient prises. Ce qu'ils sont censés faire. Mais ils ne font rien. Ces problèmes liés à la modération de contenu et au travail dans le secteur de l'IA en Afrique, et pas seulement au Kenya, s'inscrivent dans la continuité de l'apartheid et de la colonisation. Il faut que les responsables rendent des comptes et qu'on mette fin à tout ça le plus vite possible. Aujourd'hui, je suis membre d'un syndicat parce que j'ai démissionné. Je me suis senti libre de le faire. Le plus difficile, c'est d'arriver à convaincre les personnes qu'il faut qu'elles nous rejoignent. Parce que ça leur fait très peur. Parce qu'elles sont terrifiées par ces grosses sociétés d'IA, donc elles ne veulent pas se syndiquer. On n'a pas le droit d'être membre d'un syndicat. L'entreprise pour laquelle je travaillais ne supporte pas du tout qu'un employé se syndique. Et quand elle l'apprend, la personne est immédiatement virée. On l'a vu, rien qu'en parlant de la réalité de leur travail, ces data workers prennent des risques considérables. Tenter de s'organiser collectivement, c'est pire encore. Afin de préserver leur emploi et leur sécurité, nous sommes contraints de maquiller cette séquence. Bien. Merci à tout le monde d'être venu. L'objectif de la réunion d'aujourd'hui est de partager nos expériences. Vous qui avez travaillé pour des entreprises d'IA au Kenya, vous pouvez parler en toute liberté ici. Je voudrais tout d'abord revenir sur la question qui a été soulevée. Est-ce que le problème vient des grandes entreprises d'IA ou des intermédiaires? Pour moi, il vient des deux. Les grandes entreprises de la tech sont tout à fait au courant de la situation.
Elles payent les intermédiaires, disons, $100 de l'heure pour chaque mission ou chaque tâche. Et elles savent que toi, tu es payé $2. Et elles tirent profit de ça. Ces grosses sociétés et leurs intermédiaires sont sur le marché. Et elles cherchent à maximiser leurs profits. Le problème, c'est que ça se fait sur le dos de ceux qui font le travail à proprement parler. Ces entreprises détestent les syndicats parce qu'elles savent qu'ils risquent de faire baisser leurs profits à un moment donné en exigeant, dans notre cas par exemple, on voulait qu'un psychologue et un psychiatre soient présents sur place à cause de la nature de notre travail, qui était traumatisant. Mais ça, les entreprises refusent parce que ça fait une dépense supplémentaire. Si on arrive à s'unir entre employés qui travaillent pour des entreprises et des intermédiaires et ceux qui sont à leur compte, on peut avoir plus de force. Je viens de me souvenir d'une question que je voulais poser. Elle s'adresse à tout le monde. Il y a une entreprise d'IA qui a dit qu'elle avait sorti les gens de la pauvreté, qu'ils s'étaient élevés économiquement grâce à elle. Est-ce que c'est vrai selon vous? Non. Non. Tout le monde peut répondre. C'est de la manipulation, ça ne correspond pas à la réalité. C'est un slogan, un argument qu'elles utilisent pour s'implanter dans un pays et attirer des personnes qualifiées et prêtes à travailler. J'ai compris une chose. Elles prennent des jeunes qui ont entre 18 et 30 ans. Oui. Parce que c'est là qu'on est le plus productif. Oui. On s'investit dans les différentes tâches du processus. Ouais. Entraîner les modèles d'IA, modérer du contenu, on travaille comme des fous. Ouais. Tu donnes ton énergie, ton intelligence et ton temps, tes années les plus productives aux entreprises d'IA et aux géants de la tech. Mais tu gagnes des cacahuètes. Ouais. Et au moment où tu te réveilles, Ouais, c'est trop tard. tu as gâché ces années. Ouais. Tu as perdu ton temps, tu as perdu la tête pour rien. Ouais. Et eux, ils mettent ta photo sur leur site. Une photo Où tu souris. Cet homme vivait dans la pauvreté, dans un bidonville. Ils mettent des photos sur leur site. Et ils t'offrent un sweatshirt avec leur logo. Aujourd'hui, cet homme vit mieux. Bien sûr que tu t'habilles bien pour aller travailler. Et eux, regardez, cette personne vivait dans un bidonville et maintenant sa situation s'est améliorée. Mais c'est faux, c'est des mensonges. Ils disent ça pour séduire les jeunes. Even on video. So that could be. I was actually going through some of the earning stuff for Kenya between the microtask workers. It should not be legal. C'est illégal d'empêcher des travailleurs de se syndiquer. L'un des principes fondamentaux de l'Organisation internationale du travail, c'est la liberté de s'organiser collectivement, de négocier et de se syndiquer. Donc les entreprises n'ont pas le droit d'interdire ça à leurs employés. Ça ne concerne pas que le Kenya, on voit ça dans un très grand nombre de pays. C'est partout pareil. Les travailleurs ne peuvent pas se syndiquer et parfois ils ne peuvent même pas discuter entre eux de ce qu'ils font. On leur interdit même d'échanger. Qu'est-ce que ces entreprises ont à cacher? Que leurs algorithmes révolutionnaires ne sont pas si révolutionnaires que ce qu'elles nous vendent? Que leur technologie repose sur de l'exploitation? Bon, je vais prendre le risque de vous dire quelque chose. Je ne pense pas qu'il soit possible de développer des technologies sans nuire à la nature et à la planète. Les technologies sont basées sur l'exploitation des ressources naturelles et du travail. C'est comme ça. La question, c'est de savoir jusqu'où nous sommes prêts à nuire à la planète et à quelle fin. Si on se préoccupe du coût écologique d'une question qu'on pose à ChatGPT, il faut se demander si cette question est si importante que ça. Avons-nous vraiment besoin de ChatGPT pour y répondre? On pourrait peut-être réfléchir nous-mêmes.
De l'or, du cobalt, du nickel, du lithium, du tungstène, mais également toute une liste de terres rares, cérium, néodyme, lantane et bien d'autres encore. Pour fonctionner, les intelligences artificielles engloutissent des quantités gargantuesques de métaux puisés dans les entrailles de la Terre. Je m'appelle Anna Valdivia. Je suis maître de conférence en IA, gouvernance et politique à l'Oxford Internet Institute. J'ai étudié les mathématiques et l'informatique, mais avec le développement de l'IA, je me suis tournée vers la recherche en sciences sociales. J'analyse l'impact des algorithmes sur les frontières, les territoires et les communautés locales. L'IA est en pleine croissance. Il faut savoir que ChatGPT, par exemple, compte 1 million d'utilisateurs en plus tous les 5 jours. Ça signifie que la demande de solutions d'IA augmente. Donc il faut plus d'infrastructures, c'est-à-dire plus de centres de données un peu partout. Or, ces data centers ont besoin de composants électroniques qui proviennent de l'extraction de minerais. On peut donc en conclure qu'avec la croissance de l'IA et de l'IA générative, on va assister à une hausse de l'exploitation des minerais pour répondre à la demande des centres de données. Et d'ailleurs, selon l'International Copper Association, la quantité de cuivre qu'on extrait pour fournir les data centers va augmenter de 60%. La plupart des gens ne font pas le lien entre extraction de minerais et IA, parce que l'infrastructure de l'IA a été invisibilisée au cours des 10 dernières années. Par exemple, quand on parle du cloud, qu'on voit l'icône sur notre écran d'ordinateur, on a du mal à réaliser qu'il ne s'agit pas d'un nuage dans le ciel, mais d'un gigantesque entrepôt rempli de serveurs, d'un vaste bâtiment qui abrite quantité d'ordinateurs. Et je pense que ce n'est pas le fruit du hasard. On a sciemment voulu dissimuler ces infrastructures. Si on rendait la chaîne d'approvisionnement de l'IA plus transparente, on pourrait évaluer l'impact environnemental de cette industrie. Si on avait conscience de l'incroyable quantité d'eau qu'il faut pour extraire du minerai, pour fabriquer des puces électroniques ou pour alimenter les centres de données, on se rendrait compte combien l'IA et ses infrastructures contribuent au changement climatique. Et il n'y a pas que l'eau. Il y a aussi l'électricité et l'espace utilisé. On pourrait alors se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on veut vraiment de cette technologie au vu de l'urgence climatique? Et est-ce qu'elle va nous aider à résoudre les problèmes qui vont se présenter à nous durant les prochaines décennies? Oui, pour les géants de l'IA, ce sont bien leurs intelligences artificielles qui pourront résoudre la crise climatique et tant d'autres menaces à venir. Ces grands entrepreneurs voient loin, très loin. Il ne s'agit pas de résoudre les problèmes des décennies qui viennent, mais bien de construire un futur merveilleux et idéal pour les prochains millénaires et au-delà. Peu importe ce que le développement de ces technologies coûte aujourd'hui, humainement et écologiquement. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. La souffrance dans les pays du Sud, c'est mal. Ce n'est pas bien que des personnes subissent des troubles de stress post-traumatique. Mais tout est relatif. Et leur souffrance ne représente qu'une molécule d'une goutte d'eau dans l'océan. C'est insignifiant comparé à l'énorme et insondable vertu de l'avenir. Cet aspect utopique du long-termisme permet à certains de justifier moralement l'exploitation des populations du Sud global. Ils se donnent bonne conscience.
Et c'est en cela, entre autres, que l'idéologie du long-termisme est si dangereuse. Je m'appelle Émile Torres. Je suis philosophe et historien et j'étudie depuis 10 ans les menaces existentielles qui pèsent sur l'humanité et notre civilisation. L'acronyme TESCREAL regroupe un ensemble d'idéologies qui jouent un rôle de plus en plus important dans la Silicon Valley depuis une dizaine d'années. Le T désigne le transhumanisme, qui prône l'utilisation des technologies de pointe pour transformer radicalement l'organisme humain et, au bout du compte, créer une nouvelle espèce d'être post-humain, supérieurement intelligent, immortel, etc. Ça, c'est pour le transhumanisme. Le L correspond au long-termisme, une idéologie qui repose sur une vision techno-futuriste de l'avenir, selon laquelle l'homme coloniserait tout ce qui peut l'être dans l'univers et créerait la civilisation intergalactique la plus gigantesque possible. Cette idéologie a beaucoup d'adeptes dans la Silicon Valley. Elon Musk, par exemple, en est fan. Il dit du long-termisme que c'est très proche de sa philosophie. Cette doctrine a aussi joué un rôle essentiel dans le lancement et l'accélération de la course à la construction de l'IAG. IAG veut dire Intelligence artificielle générale. Pour expliquer ce que c'est, disons que l'IA représente un ensemble à l'intérieur duquel l'IAG constitue un sous-ensemble. L'IA désigne n'importe quel système artificiel d'analyse. Même une calculatrice peut être considérée comme une IA. Et l'IAG, qu'on appelle aussi IA de niveau humain, contient en son cœur la super-intelligence. C'est un système qui non seulement est aussi intelligent qu'un humain, et ce dans n'importe quel domaine, mais qui fait mieux que ce que l'humanité fait de mieux. Pour les entreprises de la Silicon Valley qui travaillent sur l'IAG, OpenAI, DeepMind, Anthropic ou XAI, fondé par Elon Musk, si on arrive à construire une IAG contrôlable, on pourra la charger de créer cet avenir utopique où on colonisera l'espace et où on transformera l'être humain au moyen de différentes technologies pour en faire un post-humain, entre autres. À l'inverse, si on crée une IAG incontrôlable, par défaut, elle détruira l'humanité. La conclusion de tout ça, c'est que les enjeux autour de la création de l'IAG sont absolument cruciaux. On a bien compris la même chose? Au cœur du réacteur des entreprises de l'IA, il existe un ensemble d'idéologies qui permet d'excuser les considérables dégâts humains et environnementaux causés par le développement des intelligences artificielles. Transhumanisme, extropianisme, singularitarisme, cosmisme, rationalisme, altruisme efficace, long-termisme. Voilà ce que rassemble l'acronyme TESCREAL. Des mots bien compliqués pour porter un objectif finalement assez simple. Un projet de science-fiction dans lequel des post-humains augmentés technologiquement et immortels iront coloniser l'ensemble de l'univers connu. Rien de moins. Ça te paraît bien ici? Les étudiants trouvaient ça bien comme ça. Oui, super. Ok. Bonjour, vous m'entendez? Super. Bienvenue à tous. Je vous présente Émile, mon co-organisateur. Émile est un intellectuel très en vue, un philosophe qui propose une approche originale du sujet qui nous occupe. Je le remercie vivement d'avoir organisé ce symposium avec moi et j'ai hâte de l'entendre s'exprimer.
Bienvenue et merci à tous. Alors, les similitudes entre le transhumanisme et les religions traditionnelles sont-elles une simple coïncidence? En fait, non. L'idéologie du transhumanisme a été pensée en remplacement du christianisme. Donc, s'il s'agit d'une nouvelle religion, ça explique que sa motivation sous-jacente soit « si Dieu n'existe pas, pourquoi ne pas le créer ?» Mais comme dans les religions traditionnelles, les promesses utopiques vont de pair avec les menaces apocalyptiques. L'IAG pourrait donc être soit un dieu qui nous offre tout ce qu'on désire, y compris l'immortalité, soit un démon. Ces deux perspectives, utopiques et apocalyptiques, sont intimement liées. Ça confère à ceux qui œuvrent pour les IA une sorte de dimension messianique. Quelle est notre mission? Ce n'est pas seulement de sauver l'humanité d'aujourd'hui, mais c'est de sauver les multitudes de vies à venir. Si vous voyez l'utopie se profiler à l'horizon, mais qu'un million de personnes s'interposent entre cette utopie et vous, il peut sembler moralement acceptable, voire obligatoire, de massacrer ces personnes. Je vous remercie. Cette utopie technologique, ce futur post-humain n'est pas pour tout de suite, bien sûr. Puisque les prophètes de l'IA se projettent dans plusieurs millénaires et au-delà. Mais l'histoire est, selon eux, tellement belle qu'elle justifie tous les sacrifices. Ainsi, les grands patrons de cette industrie, génies autoproclamés, s'imposent tranquillement en créateurs d'un paradis auquel nous ne sommes pas invités. Les futures technologies ne vont pas nous préserver des dangers que les précédentes ont engendrés. Les avancées dans ce domaine ont même déjà causé des dommages colossaux dans le monde. Impact environnemental énorme et exploitation des travailleurs du Sud global, entre autres. Rien ne permet de penser que lorsqu'on aura créé un système encore plus puissant, les grands modèles de langage et les IA qu'on connaît aujourd'hui vont changer et que les populations vont davantage bénéficier de ces technologies qu'en pâtir. Plus de technologie signifie plus de risques. Ce solutionnisme technique, qui présuppose qu'en disposant d'encore plus de technologies de pointe, nos problèmes seront résolus, ne repose sur aucune réalité historique, ni aucune réalité tout court. Il y a une énorme disparité de pouvoir et de moyens financiers, notamment, entre le courant long-termiste et les courants qui le remettent en question. D'une certaine façon, le débat est terminé avant même d'avoir commencé, étant donné les fonds dont bénéficient les long-termistes. Ils ont tellement d'argent et tellement de pouvoir que c'est pour ainsi dire perdu d'avance. Leurs opposants ne pourront pas provoquer le moindre changement dans le monde, ni neutraliser l'influence que le long-termisme exerce sur la course à l'IAG et sur les politiques gouvernementales en matière d'IA.
L'élection de Donald Trump a été une aubaine pour le secteur de la tech. On a vu Elon Musk jouer le rôle de colistier officieux. Il a investi des millions de dollars dans sa campagne électorale. Il a utilisé toute la puissance de son réseau social X pour soutenir le candidat républicain. Il l'a activement accompagné. Il est intervenu lors de ses meetings. Donc on peut logiquement s'attendre à ce que la tech tire un bénéfice énorme de l'élection de Donald Trump. Je m'appelle James Muldoon, je suis maître de conférences en gestion à l'université de l'Essex et j'ai étudié les data workers. Je pense qu'on n'a jamais vu une société ou un ensemble de sociétés détenir autant de pouvoir, d'argent et d'influence que certains des géants de la tech d'aujourd'hui. Ils ont un pouvoir colossal qui leur garantit l'argent et les ressources nécessaires pour influer sur le cours de la politique. On se retrouve aujourd'hui avec un Elon Musk qui est chargé d'une sorte de ministère de l'efficacité, où il a les mains libres pour supprimer certaines réglementations touchant au droit du travail. Des réglementations qui ont amélioré les conditions de vie des individus, y compris aux États-Unis. Est-ce qu'il pourrait en être autrement ? Oui, les entreprises de la tech ont largement les moyens de payer correctement les travailleurs, mais elles choisissent de ne pas le faire. Et elles savent qu'elles peuvent se le permettre parce que les gens ne sont pas assez informés pour savoir exactement ce qu'elles font et ce qui se passe réellement. On peut se demander si la souffrance de ces travailleurs est justifiée au vu de ce qui pourrait représenter un bien commun supérieur pour l'humanité. Je pense qu'il faudrait poser la question aux travailleurs eux-mêmes. Vous voulez bien parler du chapitre sur les investisseurs? Oui, volontiers. Oui. Merci, merci à tous d'être venus, si nombreux. J'aimerais pour commencer que vous nous racontiez la première histoire du livre qui s'intitule Anita l'annotatrice. Vous voulez que je la lise? Oui, je pense que ce serait une bonne idée. Parfait. Anita travaille pour une entreprise de véhicules autonomes. Son travail consiste à regarder des heures de vidéos de conducteurs au volant. Elle scrute le moindre signe de baisse de concentration ou d'assoupissement de leur part. Elle collabore à la construction d'un système de surveillance de l'habitacle basé sur les expressions faciales et les mouvements oculaires du conducteur. Fixer l'ordinateur et se concentrer sur ces images des heures durant est un travail épuisant. Et il arrive qu'Anita sente l'ennui s'emparer d'elle et l'obliger à fermer les yeux. Mais elle doit rester alerte, exactement comme les conducteurs qu'elle observe. Elle est fière de son travail, de participer à l'avancement d'une technologie de pointe qui, pense-t-elle, sera bénéfique aux gens. Parfois, elle se sert de cette fierté pour se motiver. Avant de trouver ce travail d'annotatrice de données, elle vendait du jus de fruits dans la rue et des légumes sur un marché. Mais ce genre de boulot est souvent... J'y passe en moyenne 10 heures par jour. « 10 heures par jour, ouais. On peut gagner environ $10 par semaine si on travaille très vite. Parfois, je trouve que le monde est injuste. Ceux qui travaillent le plus sont ceux qui gagnent le moins. Mais on ne peut rien y faire. Il faut continuer à travailler. Se lever tous les matins et travailler, c'est tout.
Ça nécessite énormément d'énergie. De travail pénible et de sacrifices. Mais rien n'arrive par magie. Après ce sidérant voyage dans les coulisses des intelligences artificielles, revenons à ce que les grandes voix de cette industrie clamaient au tout début du film et faisons un test. Voyons si leurs mots résonnent encore de la même manière. It's sort of like we've just discovered a new continent with 100 billion people on it, and they're willing to work for free for us. Non-trivial, it has the potential of civilizational destruction. There's movies like Terminator, but it wouldn't quite happen like Terminator because the intelligence would be in the data centers. Right. The robot's just the end effector. Some robots will eat some jobs, and some robots will kill humans. But when you look at the trend as a whole, I think it's going to be incredibly positive for humanity. Incroyablement positif pour l'humanité. Vraiment. On nous promet des lendemains aussi artificiels que ces intelligences. Un paradis technologique construit sur les souffrances et l'exploitation. Optimiser les process, optimiser les dividendes, optimiser les ressources, optimiser les humains. Après les travailleuses et les travailleurs du Sud global, après les mines creusées, après les fleuves asséchés, l'atmosphère réchauffée, d'après vous, qui seront les futurs sacrifiés de l'IA ?